À la une ce soir, le François particulièrement impacté par les intempéries d'hier. De nombreux riverains sont sinistrés. Aucun quartier n'a été épargné. Jusqu'à 270 mm d'eau ont été relevés par endroits. Évaluation des dégâts ce matin. Nuit de galère hier soir pour les franciscains. Certains élèves sont restés confinés dans leur établissement scolaire jusqu'à 22 h. Une cellule de crise a été mise en place par la mairie. L'autre actualité du jour, les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire. Les hommages ont commencé très tôt ce matin avec une veillée artistique organisée au cimetière La Joyeuse, un premier temps fort organisé par le CERMAC. Des hommages rendus également à Basse-Pointe, commune natale du poète. Des scolaires ont participé à une marche commémorative, une randonnée sur les pas du grand homme en compagnie de nombreuses personnalités du monde littéraire. Et puis, notre invité politique de ce mardi soir est le nouveau président de Bâtir le pays Martinique. David Zobda nous parlera de son nouveau challenge. Nous ferons également le point sur ses ambitions politique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition qui sera consacrée en grande partie aux deux actualités du jour, les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire et les intempéries. Justement, le réveil a été particulièrement difficile ce matin pour de nombreux habitants du François, qui a été l'une des communes les plus touchées par les intempéries d'hier. Pour l'heure, l'évaluation des dégâts est encore compliqué. Aucun quartier n'a été épargné. On a relevé jusqu'à 270 mm d'eau à certains endroits. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Avant même de pénétrer dans le bourg du François, les épaves de voitures qui jonchent la route attestent de la violence de la montée des eaux hier. Partout, les dégâts sont considérables. Le cœur de la ville a été le plus touché, comme au quartier Saint-Michel, où les riverains ont presque tout perdu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le frigo de 2 mètres de haut était en train de flotter comme un bateau dans la cuisine. Tout le bas est perdu. Ouais, tout le bas. Moi, je ne dis pas perdu, hein, voilà. Il n'y a plus rien de bon en bas. À certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m et en se retirant, a laissé les habitations en piteux état. J'ai demandé aux pompiers s'ils peuvent venir me donner un coup de jet d'eau. Ils m'ont dit d'attendre parce qu'il faut qu'ils fassent tous les communales d'abord. Et ils vont venir. Ils m'ont dit d'attendre, il faut attendre un moment. Je ne peux pas faire. J'ai la dame qui m'aide, mais il faut que j'attende. Et si elle a besoin de partir chez elle, je ne sais pas quoi faire. Juste à côté, on fait avec les moyens du bord pour désengorger les maisons où l'eau stagne encore. Comme la maison est en sous-bas, donc on est obligé de prendre une pelle et d'envoyer de l'eau et de faire sortir avec des seaux et tout, la serpillière pour faire sortir. Donc on fait comme on peut. On va nous héberger quelque part, quoi. Ouais, on passe bien chez une famille, chez quelqu'un. On verra bien. À chaque coin de rue, même paysage de désolation. La majorité des commerces et bâtiments publics ont été ravagés, et notamment les établissements scolaires fermés jusqu'à jeudi. Guy habite juste en face du lycée de la Jetée. Il a failli perdre la vie. J'ai dû lutter avec la porte, avec la pression du courant, parce que l'eau est sortie de là, venant ici aussi. Et puis, j'étais déjà là. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu que je ne pouvais pas sortir. J'ai ouvert la porte, je suis parti. Quand je suis arrivé à la barrière dehors là, je voulais aller de l'autre côté. L'eau m'a entraîné. J'ai tenu le truc, je suis revenu. Et puis, je suis revenu sur la barrière et je suis remonté sur le toit de la maison du voisin. C'est là que je me suis réfugié jusqu'à minuit. Les secours et une vingtaine de pompiers sont à pied d'œuvre. Mais la tâche est colossale face à l'ampleur d'un tel phénomène. J'ai vu déjà des inondations pareilles, mais maintenant on en a moins parce qu'il y a des travaux, grâce aux travaux de la mairie et du conseil général à l'époque, on a en amont fait des bassins de décantation, bassins qui amortissent cela. Mais hier, les bassins n'ont pas pu amortir parce qu'il y a eu énormément d'eau et le résultat c'est que toute la zone basse du bourg a été inondée et fortement inondée. L'heure est aux premières constatations, il faut maintenant évaluer les dégâts. Pour que le ministère puisse voir s'il y a matière à faire une reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc on va rentrer après dans des procédures qui sont un petit peu complexes, de dossiers à monter, mais en tous les cas, dans l'immédiat, on a pris toutes les mesures pour que toutes les personnes soient en sécurité ou que l'on trouve des solutions pour elles. 120 familles sont aujourd'hui sinistrées, rien que dans les quartiers centres du François. Le bilan devrait encore s'alourdir. Pour éviter les épidémies, la municipalité a mis à disposition des bennes pour retirer le plus rapidement possible les déchets. De l'eau et des vivres sont également distribués aux familles qui n'ont plus rien.
Et avec toutes ces images, vous vous en doutez, la nuit a été très agitée au François. Ce n'est qu'en phase de décrue que certains élèves confinés dans leur établissement ont pu être évacués vers la mairie qui avait mis en place une cellule de crise. Retour sur cette nuit de stress avec Sandrine Claude. Après des heures de galère pour accéder au bourg, c'est le soulagement pour cette maman qui récupère enfin ses enfants. En essayant de faire des détours pour retourner à eux, j'ai été coincée, redirigée vers le quartier de Dostali et au final coincée puisqu'il y a des ponts partout, les rivières débordent partout. Malgré leur jeune âge, les petits écoliers ont vécu sereinement les événements. Ça a commencé à inonder, donc on a évacué la salle, on est allé prendre le canot. Il y avait des personnes qui avaient peur et nous deux, on les a rassurés. Mais d'autres n'ont pas eu la même chance. Ici à la mairie, la salle de délibération s'est transformée en garderie. Cette directrice tente de gérer la crise. Il nous restait quand même 79 élèves, sans lumière, sans rien à 17 h. Donc le PC de crise de la mairie nous a demandé rapidement de faire venir les enfants en salle de délibération. Ce que nous avons fait un peu sous la pluie, mais bon, on a fait comme on pouvait. J'étais bloqué, on a bloqué le quartier jusqu'au moment de la croix. Un étage plus bas, la cellule de crise composée des secours et d'élus de la commune. Situation sur les routes, dégâts chez les habitants, c'est ici que toutes les informations arrivent, tant bien que mal. Nos premières personnes de la ville qui sont parties en reconnaissance, eux, ont été coincés dans les quartiers. Au fil des heures, la liste des dégâts s'allonge. Les premières décisions sont alors prises. Dans les zones basses, nous avons eu des inondations avec des gens qui quand même ont perdu énormément de choses. C'est ainsi que nous avons mis en place un centre d'hébergement pour la nuit. Et ce n'est qu'aux alentours de 23 h que les secours peuvent enfin partir sans danger sur le terrain, ici, au quartier Cité Eucalyptus. On voit le niveau ici, le niveau de la montée des eaux. Notre ronde nous a emmenés ici et nous avons constaté des personnes en difficulté, donc on va leur prêter main forte. Tout autour, de nombreux véhicules emportés par les flots témoignent de la force des intempéries, un phénomène aussi violent qu'inattendu que les franciscains ne sont pas prêts d'oublier. Et parmi les quartiers les plus impactés, celui de la Jetée. Plusieurs centaines d'élèves de la cité scolaire sont restés bloqués jusqu'à au moins 22 h. À quelques mètres, les habitations ont totalement été ravagées par les eaux boueuses. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Pour évacuer l'intérieur, il faut que tout ça sorte avant. Comme beaucoup d'habitants du quartier La Jetée, Manuela a été surprise par la brusque montée des eaux. Même tout ce que j'ai pu mettre à 1,20 m de hauteur a pris 1,90 m d'eau. Donc j'ai plus rien. Les rues sont plongées dans le noir, les canalisations engorgées. Dans la cité scolaire, ce n'est qu'à partir de 22 h que les élèves ont pu quitter leur établissement. 1 heure plus tard, Jimmy retrouve enfin sa mère. On nous a dit de personne du collège et surtout de rester en groupe. En fait, on nous a mis dans des vestiaires. L'attente a été aussi interminable qu'angoissante pour les parents. Avec tous les vidéos qui tournent sur WhatsApp, on regarde sous la plaine du François les voitures qui sont emportées. C'est dur parce que de se retrouver loin, on ne sait pas comment son enfant est. Oui, il y a les professeurs qui rassurent, mais c'est pas pareil. Au lycée, même après 23 h, certains attendent encore de rentrer chez eux. On entendait des gros bruits sur le toit et on voit que partout dans l'établissement était inondé. Alors on a essayé de descendre et puis tout à coup il s'est mis à grêler et on était vraiment tous étonnés en fait. C'est la première fois que je vois un lycée aussi inondé comme ça. Depuis 15 h, j'ai fini les cours et j'attends qu'on vienne me chercher. Un peu avant minuit, tous les élèves ont pu regagner leur domicile, le quartier, et lui rester plongé dans la pénombre jusqu'au petit matin. Et avant de quitter le François, veuillez noter que l'école maternelle François Durival restera fermée jusqu'à la fin de la semaine. La réouverture n'est prévue que lundi prochain, le 23 avril. Il n'y aura pas d'accueil du centre de loisirs demain non plus. Les sites doivent être désinfectés avant leur réouverture. Direction le Robert maintenant, qui a également été sinistré hier. La zone de la Semère a particulièrement été impactée. Au quartier Moulin-à-Vent, le mur d'une clôture s'est effondré, détruisant au passage un véhicule fort heureusement inoccupé. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. C'est aux alentours de 15 h que le drame s'est produit. Octave, le propriétaire, a assisté à la scène.
J'ai mon voisin qui m'appelle, me dit Tata, j'ai le mur, tu as ton mur qui va tomber. Et puis je sors dehors, puis je vois, j'ai assisté, le mur il se penche et puis le mur il est tombé. Le pire a été évité de peu. Quelques secondes avant l'affaissement du mur, le propriétaire du véhicule s'apprêtait à y rentrer. Une voiture qui est vraiment abîmée. Alors je ne sais pas qu'est-ce que le voisin va me dire. Dans la zone de la Semère, un paysage de désolation. Le terrain de foot aux aires de désert saharien. Les nombreuses voitures prises au piège sont évacuées les unes après les autres. J'ai vu des voitures qui nageaient en fait sous l'eau. Même ma voiture, ça prenait de l'eau. Donc le chef d'agence, en fait, il était à l'extérieur, il a pris ma voiture, il l'a mis à l'intérieur. Même à l'intérieur, j'avais 30 cm d'eau dans la voiture. Depuis hier soir, c'est la solidarité qui est de mise chez Lucien. Absent de son domicile, lorsque l'eau s'est infiltrée, il n'a rien pu sauver. Depuis hier soir, on a quand même organisé le coup de main. J'ai fait ma copine emmener 2 Karcher. J'ai fait un ami emmener encore un Karcher. Et puis mon frère est là, il y a des parents qui sont venus. À quelques mètres de là, même cas de figure chez cet habitant. 55 ans qu'il habite le quartier, c'est la première fois qu'il assiste à un tel scénario. J'étais au boulot et vers 15 h, j'ai vu que ça a monté au travail. Je travaillais à 200 mètres d'ici. Et quand je suis arrivé ici, il y avait déjà de l'eau à plus de 80 cm à l'intérieur de la maison. Le secteur économique paie aussi un lourd tribut. La majeure partie des entreprises est impactée. Dans ces locaux, les salariés ont été impuissants face au torrent de boue. Nous avons eu un amas d'eau progressant et jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire quoi que ce soit et puis subir. Avec ces lourds dégâts, c'est le poumon économique du Robert qui se trouve durement touché. Après le nettoyage, va commencer une longue période de reconstruction, non sans quelques séquelles de cet épisode douloureux. Toujours concernant le Robert, notez en bref que le lycée professionnel agricole a subi quelques dégâts et restera donc fermé le temps des réparations et de la mise en sécurité du site. La réouverture est prévue ce jeudi aux heures habituelles des cours. Et toujours en bref, le président de la CTM a réagi par communiqué depuis Paris. Alfred Marie-Jeanne a exprimé son total soutien à la population choquée et sinistrée. Il a demandé à la ministre des Outre-mer de déclarer l'état de catastrophe naturelle qu'il avait déjà prévu de demander pour la contamination à la chlordécone et pour l'échouage massif des sargasses. Le président de la CTM a également remercié ses équipes mobilisées sur le terrain. Justement, les équipes de la CTM ont été à pied d'œuvre aujourd'hui. Sylvia Seyd-Soutan a présenté le bilan des actions menées face à la caméra de Kathleen Bilascopette et de Valérie Vincent. Pris la tâche vraiment de la pleine mesure de ces difficultés et on n'attend pas un événement. Il y a vraiment une programmation qui est faite depuis 3 ans, enfin 2 ans et demi seulement, mais qui était déjà antérieure, où nous travaillons justement pour mettre en sécurité nos enfants. Par contre, ce qu'il y a eu au François cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de mémoire des gens qui sont dans l'établissement qui n'avait jamais eu lieu. C'est-à-dire en 17 ans, on n'avait pas eu autant d'eau, 1,80 m devant un établissement, les voitures noyées, même les professeurs qui avaient leur voiture n'ont même pas pensé à enlever leur voiture. C'était vraiment quelque chose d'assez important et exceptionnel. Donc il faut effectivement travailler encore la culture du risque. On l'a quand même, parce que j'ai vu que nos élèves ne se sont pas paniqués. On a vu des professeurs, une équipe très coordonnée avec une cellule de crise au collège, une cellule de crise au lycée qui a joué pleinement son rôle. Je crois qu'en Martinique, tous les acteurs de la communauté éducative, en tout cas, sont conscients. On travaille d'arrache-pied dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous répète, toutes les nouvelles constructions sont vraiment réalisées pour ça. Maintenant, on a un bâti très ancien, avec des établissements qui ont 100 ans. Et donc forcément, les normes d'il y a 100 ans, ce ne sont plus celles de maintenant. Et donc on travaille également là-dessus, sur cette réhabilitation du foncier, du bâti que nous avons. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cette intervention. Avant de refermer ce chapitre consacré aux intempéries, nous allons faire intervenir notre invité politique de ce soir, qui est élu à la ville du Lamentin. David Zobda, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le bilan justement des intempéries dans votre commune? Le bilan est très lourd, comme on vient de le voir sur le François et le Robert. Le bilan au Lamentin est aussi très lourd. Parce que vous savez que nous cumulons deux phénomènes géologiques très forts. Géographique très fort. D'abord, une géographie escarpée avec Sarreau, Duchesne, Morne-Pitot, etc. Et puis la plaine alluvionnaire du bas du Lamentin qui est inondable. Et nous avons constaté, en sillonnant les quartiers du Lamentin, en allant à la rencontre de la population, que nous avons de gros dégâts
de gros dégâts sur les réseaux routiers, de gros dégâts sur les ouvrages d'art, sur les ponts, sur les réseaux de conduite d'eau pluviale. Et il y a énormément de glissements de terrain et il y a aussi beaucoup de citoyens isolés. Il y a des sinistrés, justement? Il y a quelques familles sinistrées, en tout cas très isolées, et qu'il faut les enclaver. Et j'en profite pour saluer la solidarité qui se déploie sur le territoire du Lamentin. Je salue tous les Lamentinois qui sont dans la difficulté et dans la douleur. La ville du Lamentin, la puissance municipale est avec eux. Nos équipes, je les salue aussi parce qu'elles ont eu beaucoup de courage. Elles ont travaillé jusqu'à minuit hier soir. Elles étaient encore sur le terrain ce matin dès 7 h. Et demain et après-demain, elles seront d'arrache-pied sur le terrain. Mais je veux aussi signaler que cette crise, cet événement naturel est arrivé de manière impromptue. Très peu d'entre nous étaient avertis, donc se pose la question de la préparation et de l'anticipation. Et quand on connaît l'intensité, la soudaineté et la puissance de cet événement-là, on se rend compte qu'il y a des catastrophes. Et aujourd'hui, la ville du Lamentin a estimé un peu le coût des travaux qu'il y aura en prévision. Nous sommes autour des 6 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Et c'est assez considérable. Et je ne parle même pas des situations individuelles ou personnelles des familles lamentinoises qui sont dans la difficulté. Est-ce qu'il y a encore des routes inaccessibles à l'heure où nous parlons? Oui, bien sûr, il y en a encore et qui seront très probablement dégagées demain. Mais il y a encore des quartiers inaccessibles, il y a encore des zones... Lesquels, par exemple? Sur Duchesne 1, Duchesne 2, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des familles que j'ai vues ce matin et qui sont dans des situations compliquées qu'il faut aider. Parce que par mesure de sécurité, d'urgence ou de secours, tout simplement, il faut dégager les voies, y compris des voies privées qui desservent plusieurs maisons. Il faut y aller, il faut que la puissance publique puisse être au service de la population. Donc nos équipes sont sur le terrain et je profite pour les féliciter. Je souhaite bon courage à tous les Lamentinois qui sont dans la difficulté. Très bien, merci. Donc on revient tout à l'heure pour notre interview politique. Alors voilà ce qu'on pouvait dire de cette actualité météorologique. Je vous le rappelle que la Martinique a été replacée au niveau de vigilance verte depuis ce matin. L'autre actualité du jour, les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire. De nombreux hommages ont été rendus aux poètes et hommes politiques. Une marche a été organisée très tôt ce matin au cimetière La Joyeuse à 5 h, l'heure à laquelle il avait rendu son dernier souffle. Une marche sur laquelle nous reviendrons dans un instant. En attendant, nous partons à Basse-Pointe où une commémoration a été organisée aujourd'hui. Les scolaires de la commune ont participé à une randonnée sur les pas de Césaire en présence de nombreuses personnalités du monde de la littérature. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. De Basse-Pointe, je me rappelle tout, je suis habité par le souvenir. Basse-Pointe montre le chemin, extrait de quelques lettres écrites par les élèves de l'école mixte A de Basse-Pointe. Une grande journée, une journée mémorable. D'ailleurs, on aperçoit en arrière-plan des élèves qui nous viennent de Pointe-à-Pitre, tout simplement pour passer cette journée commémorative ici en Martinique, dans la commune de naissance d'Aimé Césaire. Les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, on peut dire que les scolaires ont mis la barre assez haut pour cette commémoration. Il était maire de Fort-de-France. Oui. Et il a avancé la ville, il a amélioré la ville. Oui. Et après, il est mort. Il est mort, il a amélioré la ville, il a été maire de Fort-de-France. Il a fait de la poésie. Il a fait de la poésie aussi. Expression artistique avec les écoles de Basse-Pointe et des communes voisines. Une randonnée sur les pas de Césaire a conduit les invités à l'emplacement de sa maison de naissance. Prise de parole, lecture de textes, chants, danse. Vraiment, tout a été pensé pour faire de ce 17 avril un grand jour. Avec des bouts de ficelle, avec des rognons de bois, avec de tous les morceaux bas, avec les coups bas, avec des feuilles mortes ramassées à la pelle. Aimé Césaire, c'est lui qui a en quelque sorte fondé la Martinique. Et il ne faut pas perdre cette culture, parce que si on perd cette culture, on perd notre identité.
Il y a dans ça une forme d'innocence, une forme de balance, j'ai envie de dire, un don de soi dans les poèmes des enfants, dans leur représentation d'Aimé Césaire, dans leur vision d'Aimé Césaire. Et là, à ce moment-là, je me dis que tout n'est pas perdu, que dans cette société-là où souvent nous sommes en train de critiquer, où on constate qu'en réalité nous avons beaucoup de mots que nous n'arrivons pas à surpasser, et bien que des enfants tout jeunes ont cette capacité déjà de récupérer certains mots de Césaire, de récupérer son message et de faire leur propre, je dirais, leur propre habits, en tout cas leur propre imaginaire pour façonner leur destin. On a tellement souvent dit que l'œuvre de Césaire, du point de vue littéraire, était inaccessible. Et je crois qu'aujourd'hui, la démonstration a été faite, que nous avons déjà la relève est assurée, puisqu'on a remarqué à travers l'expression artistique que les élèves ont parfaitement bien compris l'œuvre de Césaire. Des invités sont aussi venus de la Guadeloupe pour ce moment fort, ici des lycéens, et le poète Daniel Maximet, venu à la rencontre des élèves de 3e du collège de Basse-Pointe. Ce que je vois, c'est que Césaire, paraît-il, est mort il y a 10 ans, jour pour jour aujourd'hui, mais Césaire est vivant, c'est ce que j'ai dit aux enfants. Aux enfants, il y avait des tout petits, de CE1, qui étaient là parce qu'il est vivant par son œuvre. Je dis souvent ces deux vers, il a dit « Je croise mon squelette, qu'une faveur de fourmi maniée emporte à sa demeure, il va sans dire que j'ai pris soin de ma parole. » Journée de commémoration mémorable à Basse-Pointe, c'est ce que tous ont retenu. Et puis cette exposition dans le hall de l'Hôtel de Ville à voir absolument, elle est signée de Timothy Ferguson, c'est jusqu'au 21 avril. Et je vous le disais, les hommages ont commencé avec une marche organisée très tôt ce matin au cimetière La Joyeuse à 5 heures, heure à laquelle il avait rendu son dernier souffle. Une veillée artistique organisée par le CERMAC qui a rassemblé environ 200 personnes. Voyez ce reportage de Rebecca Riol et d'Emmanuel Rosemont. Au son de la conque de Lambie, les mots de Césaire résonne dans le Douvanjoux. Ce souffle est rythme, sang qui pulse, vie qui vibre. Tambour, c'est maman loi pays. Venez, respect. Le convoi pénètre dans le cimetière où repose depuis 10 ans le chantre de la négritude. Papa Slam, en maître de cérémonie, égrène le verbe, tandis que les tambours rythment les pas des jeunes danseurs de Kanigoué. Une cérémonie mise en scène par l'atelier et tradition populaire du CERMAC, hommage à celui qui a voulu faire de Fort-de-France une terre de culture. Aimer, apprécier tous doit être engagé en politique. Tu représentes la Martinique et les élèves du lycée de Massabielle en Guadeloupe ont fait le déplacement. Dans l'île Sœur aussi, la mémoire de Césaire fait écho dans toutes les générations. Bien envers les printemps, et tout cela en accord vers gazon et volcan. La communauté Rastafari est aussi là, conduite par Makeda qui entonne Naya Bingi lancinant, référence aux racines africaines si chères au poète. Symbole ultime, cette boule déposée sur sa tombe par sa famille. Désormais, l'ARMAC, l'association pour le respect de la mémoire d'Aimé Césaire, veille sur le respect de sa pensée et de son œuvre. Un peu plus tard, à 8h30, les membres et sympathisants du parti progressiste martiniquais ont déposé une gerbe sur sa tombe. Ils étaient environ 30 personnes à avoir fait le déplacement. Allocutions, discours et poèmes ont ponctué la cérémonie. Et la CTM lui a également rendu hommage à travers un colloque dédié à la compréhension d'une œuvre globale alliant littérature et politique. Écrivains, historiens et sociologues se sont succédés dans l'hémicycle pour faire revivre les œuvres du grand homme. Voyez ce reportage de Marie Tricot. En chemin. Ultime répétition. Levons par toi, vivons par toi-même les acharnes. Aliou Cissé a rencontré la poésie d'Aimé Césaire il y a 50 ans.
Il connaît chaque phrase du texte qu'il a choisi aujourd'hui, parole due. Le réciter est toujours une responsabilité pour le comédien. Sans intellectualisme, hein, Césaire, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous. Je ne peux pas l'interpréter comme les gens le souhaitent. Hein. J'essaie de témoigner avec le maximum d'honnêteté que j'ai. 10 ans de laisser aller et de démission nègre suffiront pour que soit dilapidé le trésor que le martyr de notre peuple a amassé en 100 ans de labeur et de coups de fouet. Aussi bien qu'on se le dise dès à présent. Dans la salle, des professeurs, des écrivains, des sociologues, des spécialistes de l'œuvre césarienne. Pourtant, tous ici cherchent à remplir les vides laissés par un homme aussi complexe que son héritage. C'est l'occasion pour cet anniversaire de donner envie de véritablement se plonger dans ses récits, dans sa poésie, je dirais dans ses cris qui nous interpellent et nous permettent de nous demander qui nous sommes, à une époque où peut-être la Martinique a beaucoup changé, le parti politique qu'il a créé également a beaucoup peut-être changé, donc il est peut-être important de se demander quels sont nos idéaux. Comprendre Césaire, c'est comprendre que sa vie littéraire a nourri sa flamme politique et vice-versa. L'importance de Césaire dans l'île, il faut passer par le Parti communiste. Parce que le Parti communiste a été le seul parti qui, au lendemain de la guerre, s'était donné pour mission de défendre en fait, les descendants d'esclaves, les ouvriers, les opprimés. Et Césaire s'est reconnu totalement dans ce discours-là, avant de constater que dans la pratique, c'était un peu plus compliqué. Césaire a écrit des poèmes qui se situaient dans l'orbite du Parti communiste et qu'il ne les a pas complètement réédités après. L'œuvre politique est contenue dans la poésie. Césaire est d'abord et avant tout poète, il est politique par accident. Poèmes et manifestes s'enchevêtrent dès lors que le jeune Césaire refuse l'assimilation et entraîne sa génération vers l'émancipation de son peuple. À Paris, il rencontre Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Le concept littéraire de négritude naîtra de ces années passées loin de son île natale. La suite appartient à une histoire que tous connaissent ou croient connaître. Ça remet parfois en question des certitudes et je trouve que c'est très important. Enfin, un colloque, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous interroger, pour nous réinterroger et puis pour avoir éventuellement des doutes sur ce que l'on croyait acquis. 10 ans après sa mort, les intellectuels martiniquais cherchent encore à percer les mystères d'une pensée complexe qui n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets. Des commémorations de Martinique jusqu'à Paris. Le Premier ministre et la ministre des Outre-mer lui ont rendu hommage depuis hier soir. Aujourd'hui, ce sont les élus du Palais Bourbon qui ont salué la mémoire du fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude. Voyez ce reportage de notre correspondant à Paris, Éric Dupuis. J'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs. Jean-Michel Martial est habité par son personnage pour jouer l'un des textes les plus connus de l'auteur martiniquais. 10 ans après sa mort, Paris honore Césaire de manière très politique. Toute sa parole est d'actualité. Et quand j'entends aujourd'hui le président Macron parler de l'outre-mer en disant qu'il était favorable à la différenciation de traitement, eh bien, on est en plein dans le discours césarien. Donc plus que jamais, il est à l'avant-garde, il est à l'ordre du jour. Aimé Césaire, c'est pour moi l'homme multidimensionnel, dramaturge. C'est aussi l'homme d'essai extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est un homme d'une stature d'homme d'État avec une pensée à la fois internationale et universelle de son époque. Son combat a aussi été motif d'orgueil pour les jeunes ultramarins d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce que moi-même je suis auteur, je suis écrivain, poète. Le travail d'Aimé Césaire, ce n'était pas que pour la Martinique aussi, mais c'était aussi pour toutes les colonies, pour mettre en avant cette richesse qu'a la France. Et malheureusement, la France n'a pas su saisir cette richesse et l'utiliser pour se propulser en avance. À Paris, certains l'ont très bien connu, évidemment, comme la députée Josette Manin. J'ai eu le bonheur de travailler avec Césaire sur, j'ai envie de dire, sa dernière mandature à la ville de Fort-de-France. Moi, j'étais élu de la ville du Lamentin. Passionné et passionnant, avec lequel on avait vraiment plaisir à travailler, plaisir à écouter surtout. Et c'est dommage qu'on n'ait pas mis en valeur ses conseils. Les commémorations à la mémoire du poète et homme politique devraient se poursuivre notamment à l'approche du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage le mois prochain. Le parti Bâtir le pays Martinique connaît un renouveau depuis 15 jours. Pierre Samo a quitté la présidence et cédé sa place à David Zobda, qui est d'ailleurs notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous.
Rebonsoir. Oui. Rebonsoir d'ailleurs. Alors avant de parler politique, on va faire un point sur cette deuxième actualité du jour, les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, un grand homme qui a marqué la vie de nombreux Martiniquais. Quel est votre rapport justement avec Aimé Césaire? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce qu'il a marqué votre vie politique? Je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai rencontré une fois ou deux. J'ai eu cette chance-là, mais je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui. Je n'ai pas non plus échangé très longuement avec lui. Mais comme tous les Martiniquais qui sont intéressés par la chose littéraire et par la chose politique, j'ai beaucoup lu Césaire, j'ai essayé de comprendre son message. Je ne serai pas très original dans ce que je vais dire, puisque tout est dit autour de Césaire. Mais je voudrais dire que nous avons en Martinique la chance d'avoir des hommes de dimension internationale. Nous en avons quelques-uns qui sont passés, d'autres qui sont là, vraiment des pointures mondiales. Et parmi celles-ci, nous avons Aimé Césaire. Aimé Césaire est peut-être, sur le XXe siècle, celui qui a porté un message universel, qui a porté une idée, une philosophie, une poésie, et qui a marqué les idées du XXe siècle. Et d'autres qui sont encore là, c'est qui? On en a. Je ne vais pas en citer pour ne pas créer de division, mais nous avons des hommes d'une pointure exceptionnelle. Il faut saluer la mémoire d'Aimé Césaire, 10 ans après sa mort. Daniel Maximin disait qu'il est encore vivant, c'est vrai qu'il est encore vivant. Pas un jour ne passe si on ne cite Césaire, ici en Martinique ou ailleurs. Ça veut dire que son message est très fort, son message est présent, et son œuvre littéraire en particulier remplira encore les mémoires de nombreux étudiants et surtout la conscience martiniquaise. Alors parlons maintenant d'actualité politique. Il y a quelques changements au sein de votre parti. Est-ce qu'il s'agit d'un message pour dire que vous vous positionnez déjà pour les prochaines élections? Non, il s'agit de renouveler le parti, de changer l'organe de direction du parti. Pierre Samo avait annoncé très tôt, depuis notre congrès de rentrée politique, notre rentrée politique du mois d'octobre, qu'il avait l'intention de démissionner du parti pour laisser la place à d'autres qui seraient capables de porter le parti différemment, autrement et peut-être plus loin. C'est le pari que nous avons pris, et les militants ont souhaité que je sois le président qui prend la succession de Pierre Samo. C'est un challenge difficile, c'est un pari important, mais c'est aussi un challenge que je me donne à moi-même et avec tous les camarades qui partagent cette aventure avec moi, bâtir un peu plus loin et conduire notre parti vers d'autres succès et surtout vers d'autres travaux pour renforcer encore l'alliance et conforter le fait que les Martiniquais devraient nécessairement avoir en tête l'unité martiniquaise. Qu'est-ce que ça signifie, David Zobda, futur maire du Lamentin? Vous allez vite en besogne, c'est pas tout à fait ça. Nous sommes à bâtir, nous sommes sur le parti politique. Mais nous avons organisé un congrès. Ou pas Ça viendra, vous savez, sans vouloir bousculer les choses. Nous avons organisé le congrès du parti. Celui-ci a fixé des orientations très fortes pour le parti, sa dynamisation, son renouvellement, etc. Nous avons de nouvelles instances dirigeantes du parti. Et puis, nous avons aussi toiletté un peu les statuts et règlements. Nous repartons. Nous repartons pour quoi faire? Eh bien, nécessairement pour porter des idées nouvelles, pour aller plus loin. L'étape suivante, c'est peut-être la mairie. Pierre Samo l'a lui-même dit. Il a dit qu'il avait l'intention de démissionner dans le courant de la fin de cette année. Nous attendons que Pierre Samo prenne sa décision. Il n'a ni pression, ni envie pressante autour de ça. Bien au contraire. Vous y pensez en vous rasant le matin, comme dirait l'autre? Vous savez, c'est pas tout à fait ça, mais vous savez, nous faisons les choses dans la sérénité au Lamentin. Dans la sagesse et la sérénité, nous prévoyons, nous anticipons et nous nous organisons. C'est ça la force du Lamentin. Et en la circonstance, eh bien, les choses seront là aussi organisées et structurées. Et si le conseil municipal voit en moi celui qui sera capable de porter les affaires de la ville du Lamentin, je le ferai avec plaisir, parce que j'ai une réelle ambition pour cette ville, et j'ai vraiment envie que cette ville aille encore plus loin. Alors, cela fait quand même 29 ans que Pierre Samo est à la tête de la ville du Lamentin. Oui, c'est ça. Miguel Marilus est élu à la ville depuis au moins 2004. Oui. Il est le nouveau secrétaire national. Vous-même, vous êtes adjoint depuis 2008, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y a tant de renouveau que ça? Est-ce qu'il y a de nouveaux arrivants au sein du parti? On a l'impression que ce sont toujours les mêmes. Parce que vous pensez qu'il y a des générations spontanées, on prend des responsabilités comme ça du jour au lendemain. Je pense rien, je vous pose la question. C'est pas tout à fait, mais je vous réponds, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il faut, dans un parti politique, rentrer, faire ses classes, apprendre
apprendre les idées politiques, apprendre beaucoup de choses, et puis très rapidement monter. C'est ça le parcours qui est réservé à beaucoup de nos camarades qui sont rentrés aujourd'hui au Conseil national de bâtir le pays Martinique. Maintenant, moi je suis là depuis 2008, élu, mais je suis secrétaire national de ce parti depuis 2006, ça fait donc 12 ans. Et tout le monde a pensé qu'il était légitime que je devienne le président de ce parti après Pierre Samo. C'est une responsabilité que je vais assumer et que je vais porter au bénéfice des Lamantinois et des Martiniquais. Alors, le parti Bâtir le pays Martinique ne semble basé qu'au Lamentin. Est-ce que vous avez des représentants dans d'autres communes qui pourraient se présenter pour de prochaines élections? Nous pourrions avoir des représentants qui iraient sur d'autres communes, mais vous savez, il faut garder raison. Il ne s'agit pas d'aller aux élections pour aller aux élections. Il ne s'agit pas d'avoir des candidats pour dire j'ai un candidat qui se présente à telle ou telle commune. Vous en avez en tête des candidats qui pourraient se présenter dans d'autres communes? Oui, bien évidemment. Mais ça n'a pas de sens. Surtout s'il s'agit de communes avec lesquelles nous avons soit des affinités politiques, soit qu'elles se retrouvent dans une alliance avec Bâtir le pays Martinique. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, on nous reproche d'être un parti lamantino-lamantinois. Peut-être, mais nous portons des idées qui dépassent le Lamentin. Et c'est ça qui est important. Nous avons une représentation qui n'est pas négligeable, la ville du Lamentin, la CACEM, une députée, un représentant de la collectivité territoriale de Martinique. Beaucoup de partis aimeraient avoir ça. Alors, est-ce que vous vous positionnez déjà pour la prochaine élection de la CTM avec des candidats à positionner pour la liste de PMN? D'ailleurs, quel est votre rapport avec le PMN? Nous l'avons dit, nous avons discuté de ce point-là en congrès et nous avons aussi beaucoup discuté en comité national. L'interrogation de nos militants est légitime. Ils se disent très bien, nous sommes dans cette alliance, oui, nous avons connu de réels succès, nous avons aussi connu des échecs cuisants. Maintenant, il nous faut interroger l'alliance. De quelle alliance s'agit-il? Sur quel périmètre? Avec qui? Dans quelle cohérence? Sommes-nous sur une alliance de gestion avec un peu ceux qui le souhaitent et qui veulent faire un bout de chemin avec nous, ou bien sommes-nous sur des valeurs de gauche, des valeurs que nous partageons? Nos militants nous ont demandé de clarifier la position de l'Alliance. Donc rien n'est fixé pour l'instant? Non, mais ils nous ont donné le quitus pour y travailler. Nous avons très clairement annoncé que nous sommes dans cette alliance, mais nous souhaitons que cette alliance soit redéfinie sur des bases très claires et sur des bases très liées à nos valeurs politiques et idéologiques. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous ferons le point sur la première conférence territoriale dédiée à l'économie sociale et solidaire qui s'est tenue aujourd'hui. La filière représente 15% de l'emploi en Martinique. Et puis, les élus antillais ont été reçus une nouvelle fois par le gouvernement sur la question du chlordécone. De nouvelles études scientifiques ont été commandées. La première conférence territoriale dédiée à l'économie sociale et solidaire s'est tenue aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana. La filière qui allie activité économique et aide sociale représente plus de 15% de l'emploi privé en Martinique. Cet après-midi, des rencontres ont été organisées entre les différents partenaires, les associations et entrepreneurs en quête de financement ou de conseils pour dynamiser leur activité. Voyez ces précisions recueillies par Marie Tricot. Je suis venue me renseigner pour la création d'entreprise parce que je souhaite monter une structure justement pour rénover les maisons individuelles à la Martinique et tout ce qui est logement aussi insalubre. La complication, c'est d'avoir toutes les bonnes informations pour avancer dans le bon sens parce que parfois on est ballotté de droite à gauche. Donc il faut vraiment avoir toutes les informations pour vraiment créer pour pouvoir créer sa structure. Nous avons tout ce qui est association de services à la personne qui passe par chez nous pour se faire financer, mais également les associations sportives ou les associations qui œuvrent dans l'insertion par l'activité économique qui sont finançables chez nous. Donc on a quand même financé quelques-unes pour l'investissement matériel, le développement d'activités, également la création d'emplois, puisqu'on a des outils financiers qui nous permettent de venir au niveau de la trésorerie pour ces structures qui manquent cruellement de trésorerie dans leur financement. Nous sommes persuadés que ce sont les associations qui sont le premier moteur de la création d'emplois, notamment en Martinique, et qu'il y a vraiment des projets qui sont destinés aux associations. Elles ont vraiment la fibre pour développer ce projet d'utilité sociale. Surtout de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que la subvention comme mode de financement, qu'il y a aussi le prêt bancaire et le prêt que nous proposons et la garantie. Donc c'est vraiment changer ce paradigme de la subvention à tout prix et leur dire qu'elles doivent avoir un modèle économique et proposer des prestations.
Revenons maintenant sur cette assemblée générale annuelle du syndicat indépendant des marins-pêcheurs qui s'est tenue hier au restaurant Le Bout du Monde à Ducos. De nombreux points ont été abordés comme le calendrier de la pêche aux oursins ou les nouveaux textes de loi qui compliquent selon les marins-pêcheurs l'accès à la profession. Par ailleurs, les propositions faites par la direction de la mer ont été jugées hors sujet par le syndicat. Voyez les réactions recueillies par Johan Boulard. Au niveau de l'identification des marins-pêcheurs, il y avait pas mal de choses à faire, comme notamment, comme je disais tout à l'heure, le numéro SIRET, etc. Sous, on va dire, sous la menace de ne pas pêcher à l'avenir. On nous impose des charges, un peu comme si on était une multinationale, et ainsi que différentes démarches administratives, des démarches d'URSSAF qui sont quasiment aussi lourdes que ce que l'ENIM, qui est l'établissement national des invalides maritimes, nous demande en charge. Nous sommes une île, nous avons une petite pêche et que nous fonctionnons avec des spécificités. Notre pêche a une spécificité. Il ne faudrait pas aujourd'hui que la direction, sous prétexte que c'est, moi je les appelle des pêcheurs de bureau, vienne modifier la spécificité de ce que nous avons dans le secteur de la pêche. Nous pensons mener plusieurs combats. Nous avons la chlordécone, nous avons le parc marin, il y a plusieurs combats à prendre. Alors donc nous avons une partie de la mer que les marins ne peuvent pas pêcher. Direction Paris, où les élus des Antilles ont été reçus une nouvelle fois par les ministres de la Santé et des Outre-mer pour parler du chlordécone. Une occasion pour le gouvernement de faire le point sur les engagements et les actions à mener dans ce dossier sensible. Les recherches scientifiques devraient être accentuées avec un nouvel appel à projet. Voyez ce reportage de nos correspondants à Paris, Éric Dupuis. Par rapport à la première réunion du mois dernier, il y a certes un ministre en moins, mais plus d'élus. Aux parlementaires se sont ajoutés des élus territoriaux et de l'aveu des participants, tous ont eu le même langage devant l'exécutif. Il y a les prémices d'une prise de conscience, c'est que la pression est là, la pression des élus, la pression du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, ça commence à être pris en considération. Nous avons le sentiment qu'il y a le début d'une prise de conscience de la responsabilité de l'État en la matière. Pourtant, les doléances sont toujours importantes sur la cartographie des zones infectées, par exemple, existantes mais mal ordonnées, ou encore sur la méconnaissance d'outils mis en place déjà par l'État, comme les analyses de jardin de l'ARS. On sait que ces analyses coûtent 450 € pour un petit jardin familial. Et j'ai demandé pour ma part à la ministre d'étendre ces analyses à des superficies qui sont plus grandes. Parce que quand on se confine à une superficie de 2 ou 3 000 m² maximum, eh bien, on peut avoir une superficie qui est grande et n'avoir pas la capacité de payer ces analyses. Enfin, le problème des fonds pour clore ce plan Chlordécone 3 d'ici 2020, 7,5 millions d'euros de l'Union européenne n'ont toujours pas été reçus. Nous avons vraiment un travail de mobilisation à faire, mais en même temps, on ne peut pas ignorer, et je repose le problème, du fait qu'il y a un drame, et ce drame-là conduit à des morts, le cancer de la prostate conduit à des malformations, et aussi à ces drames conduisent à des situations inacceptables, et qu'il faut accélérer le processus pour qu'on puisse répondre aux attentes de la population. Le sujet est donc loin d'être clos. Les ministres ont invité les élus à revenir en juin prochain pour poursuivre les discussions. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Ne bougez pas, je vous propose d'apprécier quelques vers en hommage à Aimé Césaire. Je vous retrouve juste après avec Régine Germani qui vous proposera ce soir une émission entièrement dédiée au grand homme. À tout de suite.